Ah, là ça fait mal. Les amis, dernier épisode de 3 threads d'horreur. Je dis dernier car demain, on est sur un format assez spécial, où je raconte un calvaire que j'ai vécu avec mon ex-employeur. Je vous en dis pas plus, ça sort demain. En attendant, profitez de mes 3 derniers threads d'horreur. Mais avant toute chose, question simple, réponse simple pour faire plus ample connaissance dans les commentaires. Ma question du jour est assez sentimentale. C'est quelle est la personne qui vous manque le plus au monde? Moi perso, c'est mon arrière-grand-mère qui est décédée il y a de ça un peu plus d'une dizaine d'années et je l'aimais trop. Donc si je pouvais remonter le temps, j'irais probablement partager un petit bout de temps avec. Bref, question assez spéciale, mais cela dit, ça fait tellement longtemps qu'on fait ça ensemble, c'est pour ça que je me suis permis cette question un peu plus intime. Sur ce, on démarre la première histoire de cette vidéo. Donc je vais vous raconter l'histoire de Karl, 42 ans. Il a récemment connu un licenciement économique de la société de jardinage qui l'employait. Il a donc été au sans-emploi quelque temps, mais il a tout de même vite retrouvé du travail en tant que gardien d'un cimetière, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, mais qui l'intéresse beaucoup. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'il y travaille et le gardien de nuit du cimetière tombe malade. Il a une grippe horrible et c'est normal, on est en plein mois de novembre, c'est le pic d'épidémie. Il est donc proposé à Karl de prendre quelques nuits à son collègue et celui-ci accepte volontiers, même si ça le stresse un peu parce qu'il n'a jamais travaillé de nuit dans ce cimetière. Et il faut le dire, à mon avis, un cimetière de nuit, c'est une toute autre ambiance. Bref, arrive sa nuit de garde. Karl arrive au travail et son collègue lui passe le relais. Il lui explique comment il doit procéder pour sa première nuit de garde et il lui a même inscrit sur une feuille une sorte de to-do list avec des horaires correspondants. Alors merci aux collègues, franchement c'est sympa de faire tout ça. Puis il signale à Karl qu'il y a eu un incident avec des fauteurs de troubles aujourd'hui, qu'il a mis bien évidemment dehors du cimetière et que tout est désormais rentré dans l'ordre. Problème, Karl n'a pas pu en savoir plus car son collègue avait déjà bien débordé sur son horaire de fin de journée pour lui expliquer comment se déroule une garde de nuit. Karl le remercie tout de même pour tout et il s'y met. Il avance donc sur quelques dossiers. Il imprime quelques papiers pour la liaison pompe funèbre cimetière, etc., etc. Puis après avoir pris son repas et encore effectué quelques tâches administratives pour avancer sur quelques dossiers, Karl part effectuer sa première ronde aux alentours d'1h du matin avec sa lampe torche. Du coup, il passe dans la 3e allée quand il remarque du mouvement à sa gauche. Il tourne sa tête vers le mouvement et aperçoit 2 yeux jaunes qui le regardent dans le noir, à hauteur d'homme. Karl éclaire alors tout de suite cet endroit et il a un mouvement de recul. Son cœur bat à 1000 à l'heure. Il a eu la frayeur de sa vie à cause d'un raton laveur qui se tient debout sur une tombe. Karl commence à rigoler tout seul et dit au raton laveur d'aller plus loin et de ne pas embêter les morts. Il poursuit alors son tour et arrive au niveau des caveaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites maisons où l'on dépose les défunts d'une même famille. Et il faut le dire, c'est souvent des sortes de maisons assez anciennes et plutôt mal entretenues. Alors c'est pas très grand non plus, quand je dis des maisons, c'est vraiment des petits trucs avec une petite pièce où on met tout dedans. Karl, en passant devant l'un des caveaux, il entend du bruit, comme si quelque chose grattait, mais quelque chose d'assez fort en fait. Alors il se dit que ça doit être un chat ou encore ce même raton laveur qui lui fait une blague, mais pas du tout. En fait, il se rend compte que la porte du caveau est ouverte. Et c'est bizarre parce que son collègue de la journée est censé tout fermer avant de lui donner le relais. Mais bon, il se dit que le cimetière il est grand, qu'il y a plusieurs caveaux, donc il a sûrement oublié. Et ça arrive, personne n'est irréprochable, et après ce qu'il a fait pour l'aider dans sa nuit, il peut pas lui en vouloir. Il entre alors dans le caveau pour vérifier qu'il n'y a personne. Et c'est vrai, si vous savez le nombre d'animaux ou de personnes tentent de rester dans un cimetière la nuit, vous serez choqués. Mais bref, c'est bon, il est totalement vide, et rien n'a changé comparé aux dernières fois que Karl est entré dans ce caveau. Karl indique que c'est le caveau le plus ancien du cimetière et que les collègues accueillent toujours les nouveaux en leur montrant les trucs les plus impressionnants du cimetière. Donc Karl se souvient très bien de ce caveau. Il en était impressionné et il n'y avait pas à ce moment-là de traces de griffes sur la stèle. Alors pourquoi je dis ça? Quand il touche les griffes sur la stèle, il entend un gros boom. La porte en fer forgée se claque. Ce qui fait, bien évidemment, sursauter Karl. Il s'approche pour l'ouvrir, mais elle est bloquée. Impossible pour lui de sortir. C'est un caveau assez vieux et mal entretenu, donc il essaye plein de choses, mais la porte refuse de s'ouvrir. Les bruits qui l'ont poussé à entrer dans le caveau reprennent, il n'arrive pas à vraiment le localiser et il commence vraiment à se sentir oppressé là-dedans. Karl, il indique qu'il est claustrophobe, comme moi d'ailleurs, et que normalement, il lui faut plus de temps pour ressentir ce sentiment d'oppressement, mais que là, c'est venu très très vite. Comme il a sa lampe torche dans la main, et que là, il a vraiment besoin de sortir, il décide de poser sa lampe par terre pour avoir les 2 mains libres afin de tenter d'ouvrir la porte. Karl se concentre alors sur la porte et aperçoit une forme bleue au loin à travers la porte en fer forgé, et une forme qui s'approche et qui semble flotter. Karl, lui, il flippe carrément, puis d'un coup la forme disparaît, comme elle est apparue. Karl essaye toujours de sortir, et là, il tente de soulever un peu la porte pour l'entrouvrir, et heureusement il y arrive. Alors il ouvre la porte et sort aussi rapidement avec sa lampe torche. Il se dirige en courant, loin de ce caveau, vers son bureau, et en se retournant, car il essaye de rationaliser tout ce qui vient de se passer. Sauf qu'il revoit de nouveau cette forme bleue proche du caveau. Alors Karl n'a pas fini son tour de garde et il est resté toute la nuit dans son bureau en attendant que son collègue de jour arrive.
Il n'a rien remarqué d'autre d'anormal, mais chaque bruit qu'il entendait au bureau devenait suspect pour lui. Et dès la première heure, son collègue est arrivé et Carl s'est senti tout de suite soulagé. Il lui a donc expliqué tout ce qui lui est arrivé et son collègue lui a expliqué que la forme qu'il a vue, c'était sûrement un feu follet et que c'était arrivé à certains de ses collègues d'en voir au cimetière. Mais il n'a pas d'explication pour la porte qui s'est fermée alors qu'il n'y avait pas de vent, ou même d'explication pour les griffes sur la stèle que Carl a vue. Carl nous dit que cette nuit-là l'a bouleversé et qu'il a décidé après plusieurs semaines au cimetière de finalement donner sa démission et de trouver un autre travail car il ne se sentait plus à l'aise avec ce qu'il avait vécu. Et pour lui, à l'heure actuelle, ce cimetière a quelque chose de bizarre. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé de pas rester longtemps dans une entreprise parce que je me sentais pas à l'aise. Mais lui, au vu de ce qu'il a vécu, franchement, je le comprends encore plus. Est-ce que vous, si vous avez vécu la même chose que Carl, vous serez resté à travailler de temps en temps de nuit dans ce fameux cimetière? Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Maintenant, prenons donc part à une seconde histoire. Et cette histoire, c'est un Américain. On va suivre l'histoire de Matthew, un Américain du coup de 16 ans, qui vit dans une famille tout à fait normale dans le Colorado, alors près de Denver, pour ceux qui sont calés en géographie. Matthew explique que ses parents partent faire un week-end en amoureux. Et étant donné que Matthew a un petit frère de 8 ans, ils font souvent venir un babysitter pour être sûr que tout se passe bien. Sauf que Matthew il a 16 ans et qu'il se sent assez grand et responsable pour prendre soin de son petit frère Noah. Et franchement, c'est vrai, c'est normal, c'est le bon âge. Mais surtout, il a un autre projet en tête. Matthew il raconte qu'il a bientôt un tout nouveau jeu qui va sortir et qu'il aimerait bien l'acheter. Sauf que problème, il ne travaille pas et donc c'est compliqué. Il demande donc à ses parents s'il peut pas lui-même faire le babysitter cette fois-ci. Comme ça, il aura entre guillemets mérité son argent pour s'acheter son jeu vidéo. Ouais, malin ce qu'il fait. Et c'est cool car ses parents acceptent. Et je trouve que c'est un bon moyen de responsabiliser son gamin de 16 ans. Est-ce que je peux garder mes toutous? Alors celle-là, vous l'avez pas vu venir. Bref, maintenant que le contexte est posé, rentrons dans le vif du sujet. On est fin juin, il fait chaud dans le Colorado et c'est donc naturellement que Matthew laisse ouvert ses fenêtres pour aérer la maison. Il explique qu'il a mis des moustiquaires pour pas se faire embêter par les moustiques et c'est logique. Et si je dis ça, c'est peut-être que ça aura son importance. Matthew indique aussi qu'ils sont dans une maison individuelle, dans un quartier très calme et qu'avec sa famille, ils laissent souvent ouvert leurs fenêtres car ils savent que ça ne risque rien. Il est donc aux heures du matin, Matthew en profite pour aller au parc et emmener son frère Noah jouer. Belle initiative en tant que babysitter. En rentrant chez eux, Matthew se dit qu'ils peuvent faire un petit détour et manger un petit McDo ensemble, entre frères, avec l'argent qu'a laissé leurs parents pour eux. Ils se tapent donc leur meilleur Big Mac, puis rentrent tranquillement à pied chez eux. Il est 13h, ils sont devant leur maison quand ils entendent miauler. Alors pas de panique, c'est probablement leur chat Gizmo. Simplement, Matthew et son frère Noah vont suivre les miaulements. Et ça les amènera à leur cellier. C'est une sorte de placard sous l'escalier. Sauf que problème, c'est formellement interdit à Matthew et à son frère d'enfermer Gizmo dans le placard. Et la raison est simple, c'est parce que sinon, il va manger toutes les croquettes et foutre un bordel monstre là-dedans. Mais après quelques secondes de réflexion, Matthew regarde Noah et lui demande « Est-ce que c'est toi qui as ouvert la porte du cellier ?» Noah lui répond que non et ça pose problème. Car si c'est pas eux qui ont laissé la porte ouverte du cellier, qui c'est? Alors la raison la plus rationnelle, c'est de se dire que ce matin, en partant en week-end en amoureux, leurs parents n'ont pas fait attention et ont enfermé le chat là-dedans. Et j'avoue, grave plausible. Bref, ils ne passent pas plus de temps que ça et décident d'ouvrir la porte du cellier et de laisser sortir leur chat Gizmo. Du coup, tout va bien. Et chacun repart à ses occupations. Noah va jouer dans la véranda pendant que Matthew allume la télé pour regarder une série. Mais avant de démarrer sa série, Matthew c'est un Américain. Et du coup, il ne peut pas regarder une série sans grignoter quelque chose. Le cliché de l'Américain, je vous avoue. Sauf qu'en allant regarder dans le frigo, il remarque qu'il y a un paquet de tranches de fromage qui est vide. Il se dit que c'est bizarre, sauf qu'il va aussi remarquer des miettes de pain sur la table de la cuisine. Et là pour le coup ça inquiète Matthew. Il sait très bien que c'est pas ses parents ce matin, ni son frère qui ont fait ça. Il se pose alors plusieurs questions, avant d'entendre quelques bruits à l'étage. Et là, ça devient vraiment bizarre pour lui, car c'est pas des bruits de chat, et c'est encore moins son frère qui lui est dans la véranda. Et Matthew fait alors un bon move à ce moment-là. Il crie après son frère pour lui dire de ranger la fin des courses, qui n'existe pas, et qu'ensuite, ils iront chercher une glace au centre commercial. C'est évidemment à l'heure de la part de Matthew, qui va tout de suite prendre son frère par le bras, et prendre son chat, et s'enfermer dans le placard ensemble. Il claque fort la porte, afin de bien montrer qu'ils sont partis de la maison, au cas où il y a bien un intrus à l'étage et qui leur veut du mal. Matthew explique qu'ils vont rester au calme pendant plusieurs minutes, en entendant un silence complet dans la maison. Sauf qu'au bout de quelques minutes, les deux frères entendent au-dessus d'eux des craquements. Ces craquements, c'est le bruit de l'escalier, et ça montre bien que quelqu'un est en train de descendre. Ils entendent qu'une personne descend donc des escaliers et ouvre, puis claque la porte d'entrée. Matthew fait signe à Noah de rester encore plusieurs minutes dans le placard, au cas où il y aurait plusieurs personnes à l'étage. Ou tout simplement, si cet intrus a utilisé la même stratégie que lui tout à l'heure. Plusieurs minutes après, ils vont alors discrètement sortir
et faire le tour ensemble de la maison pour être sûr d'être en sécurité. Ils font donc le tour de la maison et ils vont découvrir dans la chambre de leurs parents des habits sales dispersés par terre. Des vêtements qui n'appartiennent pas à ses parents, mais bien à quelqu'un d'autre. Ils vont également constater que le lit parental est complètement défait. Et après tout ça, Matthew il appelle ses parents qui vont se charger d'appeler la police et bien sûr d'écourter immédiatement leur week-end en amoureux. Et après plusieurs minutes à constater les faits avec la police, Matthew observe donc qu'une fenêtre du bas a son moustiquaire un peu amoché. Et pas de doute pour la police, c'est par là que l'intrus est passé pour s'infiltrer dans la maison. Maintenant, concernant le profil de la personne, la police explique qu'au vu de l'odeur des habits et du lit défait, c'est presque sûr que c'est un SDF qui a profité du départ des parents ainsi que de Matthew et son frère pour aller taper sa meilleure sieste et manger des tranches de fromage par la même occasion. Bon, je plaisante bien sûr, mais il y a de fortes chances que ce soit vraiment ça, vraiment le bon constat. Encore une fois, heureusement que Matthew a fait ce bon move qui a probablement fait prendre conscience à l'intrus qu'il y avait quelqu'un dans la maison et ça l'a fait fuir, donc tant mieux. Bref, fin de cette seconde histoire, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, ça part pour la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Bon, pour cette troisième histoire, on va parler de l'histoire d'Angel. Angel a 20 ans et son grand rêve, ça serait d'être mannequin. Alors, c'est pas de la prétention de sa part quand elle dit ça, elle explique que plus jeune, sa mère l'a fait concourir à plusieurs concours de beauté et qu'elle en a gagné quelques-uns et qu'elle est considérée comme une assez jolie fille en général. Mais malgré tout, elle sait que le mannequinat, c'est un milieu un peu compliqué et qu'avec ses études, elle n'a jamais vraiment eu le temps de se consacrer à 100% à sa passion. En attendant d'avoir au moins un diplôme en poche, Angel prend soin d'elle et s'entretient à la salle de sport. Un jour, elle sort de la salle de sport et un homme d'une trentaine d'années la bouscule. Il s'excuse et reste figé en lui disant tout simplement qu'elle est magnifique et qu'il est vraiment agréablement surpris de la voir. Angel trouve sur le moment que ça fait vraiment comme dans les films, mais elle est flattée et elle le remercie. L'homme il lui dit qu'il est photographe et qu'il a pas mal de contacts et qu'il aimerait pouvoir lui offrir un book. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros un book c'est comme un album photo, mais avec des photos de vrais photographes qui montrent un peu l'étendue de ton talent de mannequinat, si on peut dire ça comme ça. Alors Angel, par politesse, elle prend la carte et salue l'homme avant de partir. Quelques jours plus tard, Angel en parle autour d'elle et l'une de ses amies, Sarah, lui dit qu'elle n'a rien à perdre et que c'est une occasion en or à saisir. Angel envoie donc un SMS au numéro et tout de suite il la rappelle. Ils discutent alors tous les deux et Angel le trouve très professionnel, passionné et l'homme qui s'appelle en réalité Sam lui promet un book de folie. Angel, elle est alors tout excitée et ils fixent ensemble un rendez-vous. L'homme rajoute que si elle le souhaite, elle peut venir accompagner si ça la rassure. Et c'est ce que fait Angel. Le rendez-vous est fixé dans 5 jours et elle demande à son amie Sarah, qui l'a encouragée, de venir avec elle. Durant les 5 jours, Angel fait du sport, passe faire des UV, elle va chez l'esthéticienne pour prendre aussi soin d'elle. Elle fait tout pour être au top pour cette séance. On est maintenant samedi. Le rendez-vous est fixé à 14h et vers midi, Sam l'appelle et lui indique que malheureusement, elle ne peut pas être accompagnée car il y a un événement assez confidentiel à côté du local photo et que les visites sont ultra limitées. Angel n'est pas trop à l'aise à l'idée d'y aller seule. Elle trouve cela même un peu étrange, mais Sarah la rassure et lui dit de ne pas rater sa chance. Donc Angel se prépare tout de même et se rend à l'adresse donnée toute seule. Alors quand elle arrive devant, elle a un peu de stress car la rue est assez mal fréquentée et elle arrive devant une sorte d'immeuble un peu délabré. Et pour le coup, elle est pas très rassurée. Alors, elle appelle Sam pour expliquer qu'elle est devant l'immeuble et du coup, il la rejoint. Mais Sam explique que le local photo est en réalité à plusieurs centaines de mètres plus loin et qu'il a donné l'adresse de cet immeuble parce que c'est plus simple à trouver avec le GPS. Bon déjà, il y a un peu un truc étrange là-dedans. Sam, il voit qu'Angel est un peu stressée et perdue par tous ces changements et il fait alors tout, mais alors vraiment tout pour la rassurer. Et il y arrive, ça la rassure et elle se dit qu'elle est peut-être un peu parano sur les bords. Et même moi, ça me rend un peu mal à l'aise pour Angel, qui effectivement pour un travail de mannequinat où elle va devoir faire des photos, on lui dit de se rendre à un point A et finalement, c'est pas du tout là, c'est un peu bizarre. Surtout qu'elle avait dit à sa copine Sarah qu'elle avait le rendez-vous là-bas pour ses photos et que du coup maintenant Sarah ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est. Ils arrivent du coup enfin dans le local, ils empruntent un ascenseur pour arriver au second étage et l'immeuble semble finalement vide. Il n'y a pas l'air d'avoir d'événement dans l'immeuble, comme a pu l'indiquer Sab auparavant. Elle lui demande alors qu'est-ce que c'est que l'événement qu'il devait avoir, sauf que lui répond que celui-ci vient d'être annulé en dernière minute et qu'il ne connaît pas la réelle raison. Tout ça, ça commence à puer un petit peu. Ils sortent de l'ascenseur, ils entrent dans le local et là Angel n'est plus du tout sereine. Sam lui présente des books de qualité et assez professionnels quand tout d'un coup il reçoit un appel. Il semble assez stressé, il se lève, va dans un coin du local et parle assez doucement. Pendant ce temps, Angel observe le local et clairement elle a un très mauvais feeling, un très mauvais pressentiment. Mis à part les books, il n'y a aucun matériel photo, à part une sorte de mur blanc et un fauteuil. Alors Angel, pendant qu'il est au téléphone, envoie un message à son amie Sarah en disant qu'elle se sent pas du tout à l'aise
dans le rendez-vous. Et d'ailleurs, elle commence à flipper clairement. Elle n'a pas le temps de recevoir une réponse de la part de Sarah que Sam revient et son comportement a littéralement changé. Il commence alors à transpirer et à bégayer. Il demande à Angel de patienter quelques minutes, le temps qu'il récupère son matériel dans sa voiture. Angel se retrouve alors seule dans la pièce et remarque que Sam, en sortant ses clés de voiture, fait tomber quelque chose d'autre. Elle s'avance alors pour voir ce que c'est et il s'agit d'une carte d'identité. L'homme sur la photo, c'est Sam. Mais en revanche, elle pense et elle est même sûre de voir que le nom et le prénom de la carte d'identité, c'est pas du tout ça. Clairement, si elle compare le nom et prénom qu'elle a eu sur la carte de visite, ça a rien à voir avec le nom et prénom sur la carte d'identité. Mais ça dure vraiment 2-3 secondes maximum. Donc Angel, même si elle a des doutes, elle est pas sûre en 100%. Mais clairement, elle est pas à l'aise. Elle laisse donc partir Sam vers sa voiture. Elle attend quelques minutes toute seule dans les locaux et elle prend alors la décision de prendre son sac et de s'en aller, en espérant à tout prix ne pas tomber nez à nez avec Sam quand elle va descendre. Son cœur bat alors à 1000 à l'heure, elle prend l'ascenseur pour descendre et malheureusement elle tombe nez à nez avec Sam lorsque les portes s'ouvrent au rez-de-chaussée. Il lui demande alors ce qu'elle fait là, sauf qu'Angel bégaye. Elle bégaye et elle prétexte que son père l'attend devant pour lui déposer les clés qu'elle a oubliées chez lui. Sam change instantanément de regard et insiste pour l'accompagner. Elle dit qu'elle fait simplement un aller-retour, mais il insiste. Il veut absolument venir avec en mettant sa main derrière le dos d'Angel de manière très oppressante. En gros, il lui laisse pas le choix. Elle est alors en panique. Elle sort et là elle constate que 2 hommes assez étranges sont là, à attendre devant, adossés à une voiture. Angel tremble, elle n'est pas bien. Elle sent qu'elle doit partir et que quelque chose se trame. Elle simule un appel de son père et profite que Sam s'arrête pour allumer sa cigarette pour courir le plus loin possible. Elle court de toutes ses forces et elle entend Sam qui hurle derrière en l'insultant de tous les noms. Elle arrive enfin à une intersection et rentre dans un magasin. Elle s'y réfugie et appelle son ami en pleurs. Et bien entendu, elle se met là où il y a du monde, à côté des caisses, au cas où. Sam n'a pas réussi à la suivre, mais ne cesse de l'harceler en lui laissant des messages vocaux très mielleux en expliquant qu'il ne sait pas pourquoi elle a réagi comme ça. Angel explique que Sam va toujours continuer à la complimenter sur sa beauté en lui disant qu'ils vont faire de grandes choses ensemble et lui demande de revenir. Angel en a parlé à son amie Sarah uniquement, mais n'a jamais voulu en parler à quelqu'un d'autre, ni même à ses parents. Elle s'est sentie tellement bête d'avoir cru cet homme aussi rapidement qu'elle en a limite honte. Et c'est ainsi que va se terminer cette histoire. Et ce 19e épisode thread d'horreur du mois de décembre. Et comme je l'ai dit, demain un format assez spécial où je raconte une histoire, c'est pas vraiment un thread d'horreur, mais c'est entre guillemets l'histoire que j'ai eue avec mon ex-employeur, ça a duré des dizaines d'années, je me suis fait entre guillemets harceler, moi je trouve que c'est bien plus que ça, mais bon, j'ai pas les mots pour ça. Je vous retrouve demain à 18h ou à 20h, cette histoire, elle en vaut vraiment la peine, je vous laisse là-dessus, bisous. Perfect.